Bonjour à toutes et à tous, nouvelle émission de Désintox, une émission utile pour crever ces petites balles, ces petites boules, ces petites bulles irisées que les mauvais magiciens qui nous gouvernent envoient dans l'espace pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et Dieu sait qu'il y en a, puisqu'il faut se battre aujourd'hui sur tous les fronts, et sauf à consentir un effort personnel assez important, on sait très bien plus comment s'y retrouver dans le flux et le reflux de l'information, la saturation d'images, de mots, de verbes creux. Constatons que lorsqu'on regarde un débat à la télévision, bien rares sont ceux qui connaissent réellement le sujet dont ils parlent, qu'ils évoquent, et que l'on nous enfume avec un brouillard d'idées, un brouillard de mots. Alors, parlons quelques mots aujourd'hui de l'État islamique, qui est un véritable problème, qui est un problème d'ailleurs qui dépasse très largement les frontières de la Syrie et de l'Irak, sur lequel cet État s'est installé. Il faut parler d'État. Il faut parler d'État. Ils ne battent pas monnaie, mais ils ont déjà introduit une véritable monnaie. Ils ont introduit des structures administratives. Alors je ne sais pas d'où sortent les cadres, mais il y a des structures de gestion, un peu sur le modèle d'ailleurs de ce que faisaient les musulmans, tant chiites que sunnites, que ce soit le Hamas ou le Hezbollah, mais je ne crois absolument pas ni le Hamas ni le Hezbollah. Ça serait une grande erreur que vous commettriez de mettre tout le monde dans le même sac. Mais qui avait compris que pour s'imposer en tant que mouvement politique et religieux, il fallait être capable de gérer la société. C'est ce que font les gens de l'État islamique, qui gèrent d'ailleurs assez bien leur communication, les égorgements en public. Cela terrorise tout le monde et cela surtout permet un recrutement, puisque ces gens apparaissent comme incarnant un défi, une liberté, et on pourra revenir sur cette question. Pensez bien que tous les jeunes gens à la dérive dans nos banlieues, qui dealent de la drogue ou qui commettent des petits délits, mais qui n'ont pas trouvé une véritable insertion dans leur pays d'accueil et qui ont rompu les racines avec leur pays d'origine et leur tradition familiale, qui ne sont pas archaïques, mais qui sont en décalage profond avec le monde dans lequel nous vivons ici, puissent avoir une appétence d'ordre romantique pour aller tout d'un coup mener une guerre sainte. Tout cela est beau et grand et fort, peut sembler archaïque, mais au fond, tous les jeunes gens du monde, aux alentours de 20 ans, ont envie d'une grande aventure, de grands engagements, même si ça leur passe parfois très vite. Alors, revenons sur cet État islamique, qui est un coin enfoncé dans le Proche-Orient, dont l'utilité est évidente au plan géopolitique, géostratégique, qui a fait éclater à la fois la Syrie et à la fois l'Irak. Pour la Syrie, si on regarde bien la carte, le régime de Damas, c'est-à-dire le régime légalement élu, réélu, la population dans sa majorité ayant voté à la fois une constitution et réélu l'actuel président Bachar, aussi bien d'ailleurs la population sunnite qui est supposée lui être hostile, parce qu'on sait très bien que Bachar, qui est un dictateur républicain, si on peut dire, disons le mot dictateur, si ça peut faire plaisir à quelques-uns, en fait, est le garant d'un certain ordre social, d'une sécurité et par conséquent d'une certaine liberté. Il n'y a pas de liberté sans sécurité. Commençons par la sécurité des biens et des personnes. Donc cela sert les buts géopolitiques, géostratégiques de Washington. Alors je ne dirais pas à Washington de tout le monde. Il faut bien distinguer les néoconservateurs qui sont des extrémistes venus de l'extrême gauche d'ailleurs, la plupart du temps du trotskisme, et qui sont passés dans les rangs des ultra-conservateurs et de tous ceux qui poursuivent des buts de démantèlement et de chaos au Proche-Orient. D'ailleurs souvent
en accord et au profit de l'État hébreu, il faut le dire. Il ne faut pas hésiter à le dire. Donc on voit aujourd'hui les États-Unis qui ont constitué une coalition de 61 pays, sauf la Turquie, pourtant pilier oriental de l'OTAN, une coalition censée combattre Daesh, cet État islamique en Irak et au Levant, mais de façon assez tiède, avec des drôles. Alors, bien sûr, de temps en temps, il y a des commandos qui vont au sol. Apparemment, d'ailleurs, des soldats américains y auraient déjà laissé leur peau. Alors que, de façon très contradictoire, on sait que les États-Unis, Israël plus discrètement, soutiennent, ont armé, ont équipé, voire entraîné ces armées de djihadistes, qui ont récupéré, il est vrai, des armements américains qui avaient été concédés à l'armée irakienne, notamment lors de la prise de Mossoul, mais on retrouve aussi, par exemple, des missiles anti-chars-tôt qui sont extrêmement performants. On les retrouve entre les mains des combattants de Daesh. Or, ces missiles tôt anti-chars, qui sont des armes redoutables, avaient été donnés en dotation, livrés en dotation aux troupes soi-disant des islamistes modérés qui combattaient contre Bachar el-Assad. Donc il y a un double langage. Considérons de façon assez simple que les Américains sont dans une voiture qui est un peu affolée, avec un frein et un accélérateur. Alors de temps en temps, dans les virages, on est bien obligé d'appuyer sur le frein, et puis de temps en temps, dans une ligne droite, on réaccélère. Alors il faut limiter les ambitions de Daesh, mais d'un autre côté, il faut aussi les encourager. Très schématiquement, on peut voir les choses ainsi. Alors, tout cela ne serait rien, et je ne vais pas conclure pour aujourd'hui sur cette question, si Daesh ne faisait pas des petits absolument partout. Que ce soit chez les Ouïghours du Xinjiang, où il y a des cellules. En France, alors, l'impact est considérable. Considérons que s'il y a 50 sympathisants de l'État islamique par zone, par banlieue, par zone prioritaire, par zone de sécurité, etc. Il y en a plus de 2500 en France. On arrive au total de 125 000 combattants possibles, potentiels pour Daesh, ou en tout cas de combattants dormants, et ici déjà présents en France, hein, puisque pendant longtemps les chiffres ont été écrasés, on nous disait qu'il y avait quelques centaines de combattants européens, maintenant on sait que c'est plusieurs milliers, peut-être jusqu'à 6 000, et au moins un bon millier, si ce n'est plus, de jeunes Français issus de l'immigration, comme il convient de dire. Alors, c'est cet État islamique qui est au fond la nouvelle mouture d'Al-Qaïda, qui est une formation, un mouvement d'obédience wahhabite, le wahhabisme étant la religion officielle de l'Arabie Saoudite, est en train de faire tache d'huile absolument partout. Non seulement s'imposer dans nos banlieues comme la nouvelle orthodoxie de l'islam, c'est un islam déviant, un islam schismatique, un islam structurellement violent qui vient en contradiction de ce que peut être l'islam dans ses différentes formes. Parce que il faudra peut-être finir par admettre que l'islam, c'est pas un monolithe, c'est pas un bloc, et entre l'islam chiite et l'islam sunnite, par exemple, il y a des différences. Ne parlons pas des courants mystiques, du soufisme, de l'islam confrérique du Maroc, du Soudan, etc. Tout cela, c'est d'une absurdité folle de voir l'islam, et de ne pas essayer de comprendre quels sont les mécanismes réels qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Sauf que maintenant on retrouve en Indonésie, on retrouve en Malaisie des mouvements qui sont plus ou moins affiliés. Ne parlons pas du Nigeria et de Boko Haram qui a déclaré lui-même son État islamique, mais avec sans qu'il y ait déclaration d'allégeance, mais avec des liens forts avec l'État islamique. En Bosnie, en disant d'ailleurs le djihad, il n'y a pas besoin d'aller là-bas pour le faire, on va le faire en Europe. Ces gens que nous sommes au secours desquels nous sommes venus, sur lesquels nous nous sommes apitoyés, c'est vrai que nous sommes là pour lesquels nous avons fait la guerre, pour lesquels nous avons mobilisé l'OTAN, pour lesquels nous avons matraqué la Fédération yougoslave et plus spécialement la Serbie en 99. Ces gens aujourd'hui sont en train de préparer le djihad européen. Et même si le rang de Daesh ne compte que quelques centaines de Bosniaques, les troupes sont en train de s'aguerrir sur place, ici, au cœur de l'Europe.
Il faudrait peut-être repenser à ça. Personne n'en parle, à part quelques spécialistes tout à fait honorables, mais qu'encore une fois, on ne voit peu dans les médias. Donc aujourd'hui, l'Inde aussi, dans l'Inde du Nord, alors bien sûr, ce sont des mouvements résiduels, mais on a vu qu'à Peshawar, le Pendjab, il ne faut pas oublier que le Pakistan, c'était anciennement l'Inde. Au Pendjab, il y a eu cette affaire d'une école avec 140, 160 gamins, enseignants qui ont été froidement tués, massacrés. Ça n'arrive pas chez nous, mais on voit qu'il y a tout d'un coup une espèce de ceinture de feu qui est en train d'entourer l'Europe, et je pense qu'il faudrait très largement prendre garde à ça, et surtout prendre conscience que les politiques que nous avons conduites de vouloir conduire régime change, c'est-à-dire le renversement du régime à Damas, comme nous l'avions fait très stupidement en Libye, quand je dis très stupidement, très criminellement, parce qu'aujourd'hui la Libye est en passe de devenir elle-même un émirat islamique, qu'il serait temps quand même que M. Fabius dégage, mais M. Fabius, ça c'est un scoop, est normalement tout à fait aujourd'hui physiquement exténué, il serait atteint, dit-on, de la maladie de Parkinson, mais encore faut-il lui trouver un remplaçant, et un remplaçant qui satisfasse tous les commanditaires, surtout les commanditaires de Tel Aviv. Monsieur Fabius était parfait dans ce rôle, Monsieur Védrine, parce que moi c'est un homme de gauche, puisque nous sommes sous régime de gauche, mais il faudrait un homme qui ait peut-être un sens plus rassis et qui remette un peu la France sur les rails, mais je pense que c'est un vœu pieux et que ça ne sera pas tout à fait pour demain. Merci à vous.